Merci beaucoup. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir confié un sujet aussi compliqué mais aussi passionnant que le microbiote et l'allergie. Donc le microbiote, on le définit par l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un environnement spécifique. Et ça comporte à la fois et les bactéries, et les levures, et les champignons, et les virus. Et en gros, on a deux grands types de microbiote. Le microbiote environnemental qui nous entoure et qui cohabite avec nous. Et il y a le microbiote humain qui fait partie de nous et qui nous habite. Alors, la relation entre le microbiote environnemental et l'allergie a été fondée tout d'abord sur des constatations épidémiologiques où on a remarqué que de façon parallèle à l'augmentation des maladies allergiques, on a une diminution des infections. Et une des plus grandes études épidémiologiques faites dans ce sens a été publiée en 89. Elle a comporté plus que 17 000 patients qui ont été suivis depuis la naissance jusqu'à l'âge de 23 ans. Et cette étude a montré que plus la famille est nombreuse, plus le rang de l'enfant dans la famille est avancé et plus le risque d'allergie s'affaiblit. Et donc, cette étude montre que quand on est exposé à des infections précoces durant l'enfance, qui sont transmises par la mère et les frères et les sœurs aînés, eh ben, ça entraîne un effet protecteur contre les allergies. Et par la suite, de nombreuses autres études épidémiologiques ont été faites dans ce sens. C'est des études de très bonne méthodologie qui ont été faites sur des populations génétiquement similaires pour justement éliminer l'effet génétique et qui montrent que quand on vit dans une ferme où le microbiote qui est extrêmement riche et extrêmement diversifié, quand on a des animaux domestiques et particulièrement un chien qui a une poussière qui est extrêmement riche en bactéries, le lait non pasteurisé, l'absence d'exposition aux antibiotiques durant la vie intra-utérine et pendant la période néonatale, l'accouchement par voie basse, eh ben, tous ces facteurs ont des effets protecteurs contre l'allergie. Et par la suite, avec les progrès de l'immuno, on est arrivé à tracer un concept immunologique sans connaître vraiment les détails de la réaction, mais on sait que ces microbes vont aller stimuler des cellules dendritiques particulières qu'on appelle tolérogènes, qui vont induire une réaction vraiment active et non pas passive de tolérance, qui va être médiée par les cellules T régulateurs, et ça permet ainsi d'éviter la réactivité vis-à-vis de ces antigènes qui vont être extrêmement tolérés et ne vont pas induire une réponse allergique. Cependant, avec toutes ces études, on a toujours des questions qui restent posées, notamment quelles sont les caractéristiques des stimuli microbiens qui vont orienter plutôt vers une tolérance immunitaire et non pas vers une réaction allergique, le type des agents microbiens qui ont un effet anti-allergique, l'intensité de l'exposition, la précocité et la durée. On ne connaît pas les mécanismes aussi immunologiques précis et on ne connaît pas l'interaction avec les éléments génétiques, notamment l'atopie et le polymorphisme des récepteurs des lymphocytes T. Alors, en ce qui concerne le microbiote humain, l'histoire a commencé avec le microbiote digestif qui est en fait le plus connu parce qu'on arrive à faire des prélèvements de façon assez aisée au niveau de ces microbiotes. Il suffit de faire des échantillonnages de matière fécale. Alors on sait que l'intestin commence à être colonisé dès les premiers jours de la vie, que c'est un microbiote qui est extrêmement riche avec à peu près 100 milliards de microbes, plus que 1000 espèces bactériennes qui sont dominées par les anaérobies et cette flore vit en parfaite symbiose avec l'organisme dans le sens où l'intestin va lui donner les nutriments et elle, de son côté, elle a des gènes qui codent pour des fonctions métaboliques que nous, on ne possède pas et elle va permettre de fournir ces métabolites, en particulier les acides gras à chaîne courte. Alors, ce microbiote digestif a un rôle presque sûr dans le développement du système immunitaire.
du moment que ça constitue la source de stimulation bactérienne la plus large et la plus précoce, et du moment qu'il contient un tissu lymphoïde qui est extrêmement développé. C'est le système lymphoïde associé à la muqueuse qui est le plus développé dans l'organisme, et on suppose que les cellules immunitaires sont éduquées à ce niveau, et par la suite elles vont recirculer par le biais du tissu lymphatique pour aller s'implanter ailleurs dans le corps. Alors, la microbiologie a évolué entre-temps. Et ce qu'on faisait avant pour faire une identification de ces bactéries, c'est les techniques classiques de culture. Or, vu que la majorité des microbiotes sont dominés par des bactéries anaérobies, ces techniques classiques ne permettent, sur le plan pratique, d'identifier que 1% de l'ensemble des bactéries. Et maintenant, on utilise des techniques moléculaires de séquençage à haut débit de l'ADN bactérien qui permet d'une part d'étudier la totalité du microbiome en termes de composition et en termes de diversité, mais aussi d'étudier la fonction des microbes et notamment la production des différents produits microbiens. Et donc, on peut parler à la fois de microbiote ou de microbiome. Et là, le microbiome veut dire c'est l'ensemble des génomes microbiens qui sont en interaction dans un environnement spécifique. Alors, ces différentes techniques nouvelles de microbiologie nous ont permis d'identifier de nombreux microbiomes humains qui sont organisés en différents écosystèmes qui sont extrêmement différents selon le site en termes de composition, de richesse, c'est-à-dire la quantité de germes qui y sont présents, et de biodiversité, c'est-à-dire la qualité, la proportion des différentes espèces bactériennes et microbiennes qui sont présentes. Alors, on a cru pendant très très longtemps que les voies respiratoires basses étaient stériles à cause justement des méthodes d'identification microbiologique qui étaient insuffisantes. Et ce n'est qu'à peu près qu'en 2010 qu'on a découvert qu'il existe un vrai microbiome respiratoire qui, quand on le compare avec le microbiome digestif, on peut dire qu'il a une densité faible. Par contre, sa biodiversité est beaucoup plus importante que le microbiome digestif. Et il est composé, lui aussi, d'anaérobie à 50%. C'est un microbiome qui est largement dominé par les Bacteroidetes, les Firmicutes, et il y a peu de protéobactéries. Alors, quand on compare les différents microbiomes, ce qu'on peut dire, c'est que le microbiote respiratoire ressemble beaucoup à celui de l'oropharynx et un peu aussi au microbiome digestif. Alors, les entrées de germes au niveau de l'appareil respiratoire bas vont se faire d'abord par micro-aspiration, micro-inhalation à partir du tube digestif, à partir de la cavité bucco-dentaire et à partir de l'air ambiant. Et c'est un système extrêmement dynamique du moment qu'il y a des entrées et des sorties de germes en continu grâce au tapis mucociliaire. Alors, ce que démontrent les études, c'est que quand on a de l'asthme et de l'allergie, on a un état de dysbiose, dans le sens où on a un déséquilibre de la flore qui est caractérisé dans l'asthme par une diminution des bactéries anaérobies, les Bacteroidetes, et une augmentation des protéobactéries et des Firmicutes qui sont représentées par le streptocoque. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre le microbiome respiratoire et le développement de l'allergie? La preuve a été apportée par les études expérimentales. Et dans cette étude, on a pris des souris qu'on a évaluées à 3 âges différents, à 3 jours, 15 jours et 2 mois. Et de façon parallèle à l'évolution du microbiome respiratoire, on a évalué aussi la réponse aux tests d'hyperréactivité aux acariens, que ce soit l'hyperréactivité bronchique, mais aussi la production de cytokine proTH2 et l'infiltration tissulaire aux polynucléaires et aux eosinophiles. Alors, ce qu'on remarque d'abord pour le développement du bactérium respiratoire, c'est que c'est extrêmement rapide, ça change rapidement et ça passe d'une prédominance de protéobactéries à une prédominance de bactéroïdes dès le 15e jour.
La deuxième chose qu'on remarque, c'est que de façon parallèle à la maturation du microbiome respiratoire, on a une diminution de l'hyperréactivité bronchique et de la réaction inflammatoire tissulaire à PNE au niveau des tissus. Autre résultat de cette étude, c'est que quand on fait une colonisation tardive, au-delà de 15 jours, eh ben, la réponse exagérée aux allergènes est maintenue jusqu'à l'âge adulte. Alors, les deux constatations majeures de cette étude, c'est que, oui, le microbiome respiratoire est essentiel pour la maturation immunitaire et il conditionne l'allergie ou la tolérance immunitaire. La deuxième conclusion, c'est que l'action sur le système immunitaire de ce microbiome est très précoce et ça se passe durant les 15 premiers jours de la vie et qu'au-delà, la réponse est déjà programmée et qu'on ne peut plus la modifier. Alors, la même chose, on l'a faite dans les études cliniques. On a essayé d'évaluer l'évolution de ces microbiomes respiratoires. Et là, dans cette étude, on a inclus à peu près 700 nouveau-nés sains à qui on a fait des aspirations hypopharyngées parce que c'est difficile de faire des prélèvements au niveau du poumon et parce que la flore hypopharyngée traduit assez bien la flore respiratoire. Alors, on a fait des aspirations à 1 semaine, 1 mois et 3 mois avec des techniques moléculaires. Et ce que montrent les résultats, c'est que la composition du microbiote respiratoire, elle est extrêmement variable et extrêmement dynamique. D'abord, on n'a pas qu'un seul pneumotype, on a 5 pneumotypes, dont les 4 prédominants sont soit dominés par le staph, soit par le streptocoque, soit par Moraxella, soit par Corynebacterium. Et puis, on a une évolution rapide au cours de ces trois contrôles à 1 semaine, 1 mois et 3 mois. Alors, dans les études cliniques, on a essayé aussi de voir la relation entre ce microbiome et l'apparition de l'allergie. Dans cette étude, on a pris 321 nouveau-nés qui sont prédisposés, qui sont atopiques, dont les mères sont asthmatiques, à qui on a fait des prélèvements au niveau de l'oropharynx à 1 mois, par des techniques standards de culture et non pas des techniques moléculaires. Et on a évalué le risque d'asthme à 5 ans, de même que le taux de PNE et d'IgE à 4 ans. Et ce que montre cette étude, c'est que le sifflement persistant à 5 ans, l'asthme dont le diagnostic est retenu à 5 ans, est largement corrélé à la présence de streptocoques, d'hémophilus, de mycoplasme ou de ces germes associés, mais pas du tout associés à la présence de staphylocoques. Alors, par la suite, différentes autres études ont été faites pour évaluer ces résultats en se basant sur les nouvelles méthodes moléculaires. Toutes les études montrent que le microbiome respiratoire est différent chez le sujet allergique et asthmatique. Toutes les études montrent qu'il y a des protéobactéries avec un nombre qui est plus important par rapport au sujet sain. Cependant, les comparaisons avec les sujets témoins trouvent un obstacle du fait de l'hétérogénéité des études en termes de nombre de patients, des méthodes de prélèvement. Il y a des études qui se passent sur l'expectoration induite, d'autres sur le lavage, d'autres sur le brossage. Sur la définition d'asthme aussi, toutes les études n'utilisent pas les mêmes critères, de même que pour la présence ou pas d'atopie. Ces modifications restent non spécifiques et elles peuvent être observées dans d'autres pathologies inflammatoires chroniques et même dans les infections aiguës. Et on ne sait pas, est-ce que c'est plus les perturbations de la biodiversité, c'est la baisse de la biodiversité de cette flore, ou est-ce que c'est des bactéries spécifiques qui vont aller agir et prédisposer à l'allergie? On n'a pas une réponse à ces questions. Et la question la plus importante qui reste posée devant ces anomalies qu'on observe, est-ce que cette dysbiose va entraîner une modulation immunitaire et entraîner une allergie, ou est-ce que plutôt dans les allergies, on a un état inflammatoire qui va faire que la flore va changer et qu'on a une modification des différentes bactéries qui sont présentes?
Alors maintenant, est-ce que le microbiote digestif a un rôle dans le développement de l'asthme et de l'allergie? Ça semble être logique dans les schémas et les concepts immunologiques, puisqu'on conçoit qu'il y a un axe poumon-tube digestif où les cellules sont éduquées, puis elles vont passer dans la muqueuse bronchique. Et on comprend que si on a une réponse allergique au départ acquise au niveau des cellules immunitaires du tube digestif, ça va prédisposer par la suite aux manifestations respiratoires de l'asthme. Et la preuve du concept a été justement apportée par une étude animale sur souris. Alors on a pris des cellules germ-free, sans microbiome, et à qui on a fait un test de provocation à l'ovalbumie. Et ben, ces souris qui sont élevées dans des conditions stériles développent une réaction allergique sévère avec une production de cytokine protéase-2, une infiltration à PNE et une hyper-IgE. Et par contre, dès qu'on fait une recolonisation bactérienne digestive, cette réaction allergique n'a plus lieu. Et donc, cela veut dire que réellement, cette flore digestive a un impact sur le développement de l'allergie. Par contre, dans les études cliniques, les résultats restent contradictoires. Il y a plusieurs études, là aussi, comme pour le microbiome respiratoire, qui ont été faites, qui montrent qu'il y a une baisse de la biodiversité, mais c'est des études qui donnent des résultats qui sont extrêmement hétérogènes en termes de bactéries qui sont identifiées et associées à l'asthme et à l'allergie. Et là aussi, le lien reste non prouvé et on ne sait pas, est-ce que c'est la baisse de la biodiversité ou est-ce que c'est des bactéries spécifiques, notamment les protéobactéries, qui agissent pour augmenter le risque d'allergie. Maintenant, la relation entre le microbiome des voies aériennes supérieures et l'asthme, on sait qu'en termes de composition du microbiome, le microbiome respiratoire ne ressemble pas du tout au microbiome du nez. Il ressemble à l'oropharynx, mais pas du tout au nez. Dans cette étude, on a essayé de faire des prélèvements chez les mêmes patients, à la fois au niveau du nez et au niveau du pharynx. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le risque d'asthme, il est corrélé à la faible biodiversité du microbiome nasal, mais pas du tout corrélé à la biodiversité du microbiome pharyngé, ce qui reste un résultat assez étonnant et contradictoire avec les résultats obtenus avec le microbiome respiratoire. La même équipe a réalisé une étude pour justement trouver le lien entre microbiome environnemental et microbiome humain. Est-ce que finalement ce microbiome humain joue le rôle d'intermédiaire entre le microbiome environnemental et notre système immunitaire pour aboutir à l'allergie et l'asthme? Alors dans cette étude, on a pris 86 000 enfants à qui on a fait des prélèvements pour identifier les microbiomes à la fois au niveau du matelas et au niveau du nez, parce que le microbiome au niveau du matelas traduit bien l'effet ferme, il est corrélé à la diversité bactérienne qui existe à l'extérieur dans les fermes. Et cette étude a montré que le risque d'asthme est corrélé à la baisse de la biodiversité du microbiome au niveau du matelas, donc elle est vraiment corrélée au microbiome environnemental, mais elle est très faiblement corrélée au microbiome nasal. Et l'hypothèse qu'on peut avancer, peut-être que ces germes qui sont présents dans l'environnement n'agissent pas directement, mais agissent par le biais de métabolites bactériens qui vont passer et qui vont induire la réponse immunitaire. Donc, pour conclure, je dirais que la relation microbiome-allergie existe, elle est à type de dysbiose allergie, mais on ne sait pas quel type de dysbiose, elle est extrêmement précoce et commence dès les premières semaines de la vie. C'est une relation qui reste virtuelle, qui n'est démontrée que dans les études expérimentales et pas du tout dans les études cliniques. C'est une relation qui est extrêmement passionnante dans le sens où si on arrive à la comprendre, on va pouvoir moduler la réponse immunitaire et prévenir l'allergie. C'est une réponse aussi, c'est une relation qui est extrêmement compliquée dans le sens où dans toutes ces études, on a parlé de bactérium, mais on a oublié que le microbiome n'est pas formé uniquement
de bactéries, mais aussi d'espèces fongiques et de virums, sauf que les techniques moléculaires actuelles sont peu développées pour déterminer les caractéristiques de ce mycobiome, tout en sachant que dans les études épidémiologiques, il y a certaines études qui montrent que les espèces fongiques font plus en termes de prévention de l'asthme et de l'allergie que les espèces bactériennes. C'est compliqué aussi parce que, à part ces interactions au sein du microbiome, il y a des interactions entre les différents écosystèmes et il y a des interactions aussi avec le génome, l'épigénome, le transcriptome et le métabolome. Et je pense que si on essaie d'intégrer tout ce réseau dans un système biologique, toutes ces big data dans un système biologique, on arrivera peut-être à comprendre le rôle exact de ce microbiome dans le développement de l'asthme et de l'allergie. Je vous remercie.